Alors Jérôme, ma première question, elle va être très simple. C'est quoi pour toi la définition d'un média? C'est un objet transitionnel entre des événements et des personnes qui veulent être informées de l'événement. C'est un endroit où on rend compte de la vie sous différents angles, avec différentes spécialités. C'est un espace où s'organise un débat. Et c'est un lieu où on va expliquer aux gens comment fonctionne une société, un pays, une économie, un livre, un phénomène qui surgit comme ça de façon un peu étonnante. Et en quoi la définition du média a du coup évolué ces dernières années? Autrefois, il y a très longtemps, le média c'était ce qu'on se disait au bar. Autrefois, le média c'était ce que le maître de maison ou le suzerain ou le seigneur disait aux paysans. Aujourd'hui, le média c'est un ensemble de dizaines et de dizaines de petites sources d'informations qui vont diluer un message et qui vont parfois se contredire. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, à la fin des années 2010, on voit qu'il y a une superposition de journaux écrits, de radio, de télévision, certaines ne faisant que de l'information, certaines ayant des programmes généralistes, mais aussi de réseaux sociaux, mais aussi de sites Internet, et que ce millefeuille est un agrégat de médias. Il n'y en a jamais eu autant de bruit, mais pourtant sommes-nous mieux informés aujourd'hui qu'il y a 10 ans? C'est une vraie question, et alors? Je pense qu'on n'est pas mieux informé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Simplement, on est informé dans des spécialités dont on ne parlait pas il y a 25 ans. Si vous êtes intéressé par l'actualité du bois, vous allez trouver des médias, des sites, des réseaux sociaux, des influenceurs, peut-être des journaux, qui vont vous renseigner de façon extrêmement précise et sérieuse là-dessus. Si ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe dans les Hautes-Alpes, vous allez avoir un certain nombre de médias qui vont vous indiquer ce qui se passe là-bas. Et cette spécialisation a rendu des services absolument considérables. Mais à l'inverse, quand on parle de médias généralistes, il y a un tel empilement qu'il y a parfois une énorme cacophonie et que finalement on est un peu aspergé comme si on était à l'avant d'un bateau par une pluie permanente et on ne sait pas très bien quoi en retirer à la fin. Justement, donc c'est ce qu'on appelle un peu la bulle de contenu, la bulle d'information. Est-ce qu'elle va exploser? Je pense qu'à court terme, les gens vont chercher à avoir toujours plus d'informations, mais une information différente. Aujourd'hui, à tort ou à raison, beaucoup de marques médias sont entachées du sceau de la non-confiance que leur portent leurs lecteurs. On pense que les journalistes mentent, dissimulent la vérité, disent autre chose que ce qui est le vrai. Et donc aujourd'hui, les citoyens cherchent des sources d'informations qui seraient plus crédibles. Alors, où les leurs, ils vont fabriquer leur propre timeline, ils vont fabriquer leur propre page Facebook et ils mettent dessus ce qu'ils estiment être la vérité. Donc, il y a encore aujourd'hui un appétit pour être informé différemment. Mais on s'apercevra vite qu'être informé différemment, ce n'est pas être mieux informé. Qu'être informé différemment, c'est aussi faire la place belle aux fake news. Qu'être informé différemment, c'est souvent donner la parole à des théories complotistes. Donc, il y a encore une recherche d'une information différente, mais je ne suis pas certain qu'elle amène mieux d'informations. Et justement, on parle souvent de tous ces médias plutôt classiques, traditionnels, comme la télé, la presse, la radio. On imagine souvent qu'ils vont bientôt mourir. C'est pour quand? Alors, jamais les chaînes d'information permanentes n'ont eu autant de succès. On a un LCI et un CNews qui tournent autour de 1% de part de marché, un peu moins. On a un BFM TV qui tourne autour de 3% de part de marché. Il y a, si on ajoute France Info, Euronews, la chaîne parlementaire, 6 médias d'information permanente en France, c'est considérable. Les journaux de 20 heures continuent d'attirer 4, 5, 6 millions d'aficionados à chaque fois. Donc ça peut faire 10 millions quand on fait TF1 plus France 2. Rajoutons le 6 minutes d'M6, rajoutons le 19-20 de France 3. Donc il y a encore des médias de masse qui sont les leaders dans l'information. Donc la télévision, elle mute, elle baisse, elle est plutôt regardée par des gens, des quadras, quinquas, troisième âge, plus que par les fameux millennials, mais elle est encore très puissante. La radio, c'est un média acyclique, un peu plus, un peu moins. Enfin, globalement, ça reste un média puissant. En revanche, la presse écrite traverse une crise
sans équivalent, qui la menace de mort à brève et moyenne échéance, on pourra voir pourquoi après. Quant aux sites d'information, ils s'en créent tous les jours, de plus en plus. Quant aux tweets ou au contenu Facebook échangé, il y en a de plus en plus, c'est une progression exponentielle. Donc il y a une crise de certains médias majeurs ou de certains médias qui n'ont pas su s'adapter, mais néanmoins, ils sont remplacés par d'autres et tout ça, c'est un peu un jeu à somme nulle. Et est-ce que le métier de journaliste a évolué? Le métier de journaliste, en 2018, il est aux antipodes de celui que j'exerçais en 96-97 quand j'ai commencé. Aujourd'hui, d'abord, on travaille beaucoup plus. On est obligé de faire très attention à l'information que nous recevons parce qu'elle est beaucoup plus sujette à caution, beaucoup plus suspecte qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Les manipulations sont légion. On le voit, c'est parfois des fruits d'entreprises, mais aussi d'États étrangers qui ont envie qu'on dise certaines choses et pas d'autres. Donc il y a un travail de vérification qui est bien supérieur. Après, on n'a jamais eu aussi autant de gens qui voulaient communiquer, qui voulaient avoir le droit à la parole. Mais est-ce que cette parole-là a un intérêt? Est-ce qu'on a le droit de la laisser au même niveau que la parole de personnes, je dirais, habiles à parler? Mais en même temps, qui sommes-nous pour interdire à Monsieur A de parler, à Madame B de parler, mais d'autoriser Madame C ou Monsieur D à parler? Donc c'est un métier qui est beaucoup plus difficile. Et en même temps, c'est un métier qui était encore un métier de notable il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est un métier qui est détesté par les citoyens. Hommes politiques et journalistes sont à peine mieux considérés que des matons ou des gangsters, si je puis dire. À ce point-là? Oui, parce qu'on pense qu'on est souvent auteur de faux et d'usage de faux, qu'on ne dit pas la vérité, que le problème il est là, mais qu'on va parler de ça à côté. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais en même temps on a beaucoup, je dirais, prêté le flanc à cette critique et on ne peut pas s'absoudre d'une certaine responsabilité. Ok. On va là maintenant parler un peu plus de la marque, de ce qui fait la marque d'un média. Parlons du Point. Quelles sont les valeurs du Point et quel est le positionnement du Point? Alors Le Point est un journal créé en 1972 par Claude Imbert. Il y a quelques fondements précis. C'est un journal libéral, pro-européen, qui encourage l'entrepreneuriat et l'initiative. C'est un journal aussi hédoniste. C'est un journal qui ne veut pas endosser toutes les modes, qui fait attention à la doxa, aux refrains qui sont sans cesse entonnés par certains parce qu'on se méfie de ces petites musiques qui se révèlent vite un peu lassantes. C'est un journal qui apprend à penser contre lui-même. Et c'est un journal qui essaye envers et contre tout d'avoir un regard ouvert sur le monde, ouvert sur l'Europe et ouvert sur l'économie, qui n'est pas un journal parisien replié sur lui-même. Est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il a vraiment un terrain d'expression différent que d'autres médias aujourd'hui en France? C'est pas moi qui vous dirais le contraire, c'est pas moi qui vais vous dire que Le Point ressemble à tous les autres médias, sinon je ferais mal mon travail. Je pense que dans un univers de news magazine, le Nouvel Observateur, l'Obs aujourd'hui, l'Express, Valeurs Actuelles, Marianne, le Figaro Magazine et Le Point, il me semble qu'on a des différences, des particularités par rapport aux autres. Et que plus chacune de ces marques fera entendre sa singularité, sa différence, ses particularités, puis ces marques-là et ces journaux-là auront des chances de passer les années 2020 et au-delà. Alors, quand on a le magazine entre les mains, c'est assez simple. On ouvre Le Point, on sait qu'on est dans Le Point. Il y a une charte graphique qui est très présente, dans le Figaro pareil, etc. Sur le web, c'est un peu différent. Parce qu'on le consomme un peu différemment, on peut trouver une news sur notre fil d'actualité en cherchant quelque chose sur Google ou quoi que ce soit. À quel moment la valeur de la marque, elle devient importante quand elle est presque pas reconnaissable? Alors, c'est absolument, là vous touchez du doigt la difficulté de la presse aujourd'hui. Il y a pour moi deux lecteurs sur Internet de sites d'information. Il y a celui qui est habitué à un site et qui dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par jour, je vais aller voir Le Figaro, Le Monde, Le Point. Ces gens-là, ils savent que ils ont confiance dans ces marques-là et c'est leur compagnon, heure par heure, jour par jour, pour être tenus au courant de l'actualité. Ces gens-là, il faut qu'on leur donne ce qu'ils ont envie de lire et qu'on soit fidèle au rendez-vous et à la confiance qu'ils nous ont fixée.
Là, il n'y aura pas de problème de confiance dans la marque si on sait être fidèle à ce que nous sommes. En revanche, quand vous regardez vos murs Facebook, quand vous regardez vos téléphones Apple ou quand vous regardez ce qui se passe sur Google News, il y a une flopée d'informations qui sont divulguées et on ne sait pas si elle vient de telle ou telle. On ne connaît pas la source de ces informations. Donc on va être attiré par quoi? Par un titre, par une photo, par une première phrase d'un papier. Bon. Donc la difficulté des médias, c'est de trouver immédiatement, d'aller chercher un lecteur qui ne sait pas où il va, mais parce qu'il a eu l'œil attiré, ou le cerveau attiré, ou la raison attirée par une phrase. Et c'est évidemment extrêmement compliqué parce que d'abord, on est tous enferrés par les fameux GAFA qui nous disent oui, mais c'est grâce à moi, grâce à Google News que vous allez pouvoir survivre. Oui, mais enfin, ils nous piquent notre contenu en ne nous demandant pas notre avis, en ne nous demandant pas d'argent, plutôt en ne nous versant pas d'argent, et après ils espèrent, ils prétendent que grâce aux marques qu'ils ont affichées sur ces murs-là et sur ces pages-là, on va avoir des dizaines et des centaines de milliers de visites. C'est largement faux. Par ailleurs, leurs exigences de référencement sont telles qu'il y a un certain nombre de marques de presse qui ne peuvent plus avoir accès à ces pages-là. Et donc là, il y a un combat considérable à mener, d'abord pour redonner de la valeur à l'information. Une information, elle n'est pas gratuite. Deuxièmement, pour donner confiance dans certaines marques de presse, et je crois beaucoup à cela, dire qu'une information chopée sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même si elle est logotée Le Figaro ou Le Point, ou si elle est logotée Match Pro du genou. Voilà. Et c'est ça qu'il faut absolument, auquel nous devons veiller, c'est-à-dire de redonner confiance en une marque d'information, quelle qu'elle soit, à des lecteurs qui sont perdus. Et donc par exemple là on voit, vous parliez des GAFA, on a entendu toutes les news autour d'Apple News justement, qui veut agréger tout le contenu comme peut le faire Google en faisant un choix pour le lecteur, en disant plus de fake news, plus tout ça. Mais est-ce que du coup le monde va penser comme Apple parce qu'ils vont pouvoir choisir ce qu'on y met? On imagine qu'ils vont pouvoir choisir les articles qui parlent d'eux, de leurs concurrents. C'est évidemment le danger. Quand vous surfez régulièrement sur Google, je prends Google avant de venir à Apple, vous allez avoir tout simplement les choix qui vous seront proposés seront des choix qui seront des présupposés par rapport à vos visites antérieures sur Google. Donc finalement, le monde ne s'ouvre pas à vous, mais il se rétrécit. Si vous avez associé pendant 10 recherches Total avec travail dissimulé, la prochaine fois que vous choisirez Total, on va vous faire revenir naturellement des papiers sur cet angle-là. Si vous avez associé Total avec Profit, la prochaine fois que vous allez demander un papier sur Total, on va vous montrer à quel point Total est une boîte extrêmement rentable. Ça n'est pas la même chose, c'est quand même se priver d'une manière de voir le monde ou de voir l'entreprise Total. Apple veut faire la même chose. Alors, si c'est pour lutter contre les fake news, moi j'applaudis les deux mains et je leur dis faites votre travail, allez-y, c'est formidable, merci, on vous encourage à faire ça. En revanche, moi je ne sais pas ce qui préside au choix des thèmes qui vont être mis en avant par Apple ou par Google. Ils nous disent que c'est ce qu'il y a de plus consommé, de plus lu par les gens à un instant T dans une région du monde. Oui, mais j'en suis pas sûr. On prétend maintenant que ça va être les interactions Facebook ou Twitter qui vont compter et qui vont doper la présence d'un papier. Oui, mais j'en suis pas sûr. Ils disent qu'on va privilégier le contenu original, la source originale par rapport à d'autres journaux qui vont prendre le scoop du copain et le refaire. Moi, j'ai vu que ce n'était pas vrai. Parfois, il y a des scoops du Point qui sont repris par d'autres et c'est ceux-là qui sont le mieux référencés. Donc, les critères de mise en avant d'informations sont tellement nébuleux, tellement contestables, tellement changeants, que pour l'instant, je dénie à Google et à Apple leur intention qui est soi-disant de m'informer de la façon la plus pure et la plus, comment dirais-je, décorrélée de toute arrière-pensée. Du coup, c'est pas des partenaires, c'est plutôt aujourd'hui même pas des concurrents parce qu'ils font pas le même métier. Mais... Je dirais presque, ce sont des parasites. Ce sont des parasites. Ce sont parfois des exploiteurs. Ce sont des gens
Aujourd'hui, on gagne plus d'argent dans le digital à agréger des contenus plutôt qu'à fabriquer des contenus. Et c'est évidemment une chose qui est tout à fait honteuse et qui est un déséquilibre absolument inadmissible. C'est-à-dire que l'agence de voyage gagne plus d'argent que la compagnie d'aviation vers laquelle elle va vous envoyer. Ça ne se peut pas. Créer de l'information, envoyer des journalistes en reportage, payer des journalistes, faire des interviews, ça coûte cher. Et il ne faut pas que cette interview ou ce reportage soit très vu parce qu'il a été mis en avant de façon obscure par un moteur et pas du tout vu parce qu'il a été boudé par ce moteur-là. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est le vrai danger démocratique, il est là. Et justement, on parlait tout à l'heure de préférence de marque. Comment vous faites pour lutter contre ça, contre ces agrégateurs et pour essayer de fidéliser pour que finalement les gens, au lieu d'aller sur l'agrégateur, viennent directement chez vous? Il y a plusieurs solutions. La principale, c'est l'abonnement. Dire aux gens, vous avez sur Le Point un contenu qui est différent de tous les autres. Ce contenu, il vous plaît, eh bien, payez X euros par semaine, X euros par mois, X euros par an, et vous serez les premiers destinataires de l'ensemble des papiers que nous produisons. Donc, c'est les contenus payants adressés à une population d'abonnés qui doivent venir lutter contre cette espèce de snacking, de prendre des contenus à droite et à gauche sans savoir quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs véracités et d'où ils viennent. Et du coup, si on parle d'abonnement, on parle de payer le contenu. Aujourd'hui, le contenu est gratuit partout. De moins en moins. Chez nous, en gros, on a, allez, je vais dire 60%, entre 60 et 2 tiers du contenu qui est gratuit et entre 40 et 1 tiers du contenu qui est payant. Et les papiers à valeur ajoutée, les infos, les scoops, les enquêtes, les reportages un peu compliqués, ça c'est du payant. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à payer? Je pense qu'il faut savoir ce que les gens veulent. Ou ils veulent lutter contre les fake news, et à ce moment-là, il faudra payer, ou ils veulent recevoir tout et n'importe quoi, auquel cas c'est le contenu gratuit. Mais si vous avez envie d'avoir une information vérifiée, sérieuse, qui a une valeur, ça nécessitera évidemment que vous la payez. Si vous dites, ça m'est égal, moi ce que je veux c'est recevoir des paquets comme ça, des paquets d'eau, très tièdes, pas tièdes, eh ben, ne payez pas, mais ne venez pas vous plaindre après que vous avez été manipulé, qu'on vous a orienté vers des mauvais choix ou que la marque d'information que vous avez suivie à tort à ce moment-là est une marque qui est allée faire du parasitisme sur une autre. Alors, on pourrait imaginer que, ok, on s'abonne à un média. Du coup, on a une voix. On peut difficilement, d'un point de vue économique, s'abonner à tous les médias pour avoir différentes voix, pour pouvoir comparer soi-même, se faire son propre avis. Comment vous pourriez devenir, au lieu d'être concurrent avec les autres, comme vous le disiez au départ, de trouver vraiment chacun son terrain d'expression, d'avoir des points de vue différents, comment vous pourriez demain imaginer être plutôt partenaire pour justement permettre aux gens… Non mais ça existe. Il existe des bouquets d'abonnements à des marques de presse, comme il existe des bouquets d'abonnements à des chaînes de télévision. Vous allez sur SFR Presse, qui n'est pas forcément celui que je préfère, mais on vous propose X journaux pour X euros par mois. Quand vous vous êtes abonné au Point, rien ne vous empêche de vous abonner simultanément à l'Humanité, à Libération, à ce que vous voulez, au Figaro, au Monde. Bon, l'abonnement à un média n'est pas exclusif de tous les autres. Encore une fois, je suis toujours surpris, on est prêt à payer 25, 30, 40, 50 euros pour des chaînes de foot, des chaînes de sport, des chaînes de cinéma, et on serait, par mois, ce qui est quand même une somme importante, et on ne serait pas prêt à payer 3 ou 4 euros par mois pour avoir une marque de presse. Savoir ce qu'on veut. Encore une fois, soit on veut une information vérifiée, sûre, certaine, sérieuse, et ça coûte quelque chose, soit on est prêt à se faire manipuler pour une information gratuite, mais à ce moment-là, ne nous plaignons pas ensuite d'être manipulés. Bien sûr. Du coup, c'est quoi le business model aujourd'hui d'un média comme Le Point? C'est quoi la répartition entre la pub, l'abonnement et évidemment le brand content? Alors, le brand content reste très majoritaire, très minoritaire, très minoritaire. Aujourd'hui, une entreprise comme Le Point fait son chiffre d'affaires sur l'abonnement papier. On a quasiment 200 000 abonnés pour le journal. Que ce soit l'abonnement 100% numérique, on a plusieurs dizaines de milliers, et ce qu'on appelle l'abonnement intégral, c'est-à-dire des gens qui s'abonnent au print et au web. Ça, c'est l'essentiel du chiffre d'affaires. Après, il y a d'autres sources de chiffre d'affaires qui sont l'achat au numéro, à peu près 50 000 exemplaires en kiosque par semaine,
Après, vous avez la publicité print, on va dire aux alentours de 25 millions d'euros par an, et la publicité web, quelques millions d'euros par an, et plusieurs millions d'euros par an quand même. Et vous avez ensuite le brain content, mais qui aujourd'hui est dans cet océan, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Et qu'est-ce que vous vendez quand vous vendez de la pub aujourd'hui? Vous vendez une marque, Le Point? Vous vendez de l'affichage pur? Vous vendez de la conversion si on parle du web pour rediriger? Vous vendez du temps de cerveau disponible? Qu'est-ce que vous vendez? Je vais reprendre cette phrase prononcée par Patrick Lelay il y a quelques années qui avait fait tant bondir. Patrick Lelay, quand il était président de TF1, on vend du temps de cerveau disponible. C'est pas très élégant, c'est un peu abrupt, c'est un petit peu peut-être méprisant pour celui qui entend ça, mais on vend un peu cela. On vend un confort de lecture dans laquelle vont se retrouver un certain nombre d'acheteurs, de citoyens, de lecteurs, et entre X papiers qui les auront intéressés, ils verront une page de pub pour une montre, pour une marque de voiture, pour une destination touristique, pour un produit de grande consommation. On vend ça. Et on le vend d'autant plus cher que les gens ont confiance dans ce qu'ils lisent, qu'ils aiment ce qu'ils ont entre les mains. Et on le vend d'autant plus cher qu'on a pu dresser un portrait robot, dessiner un portrait robot du lecteur. On sait qu'il est jeune, donc il y aura des marques de jeunes, qu'il est vieux, qu'il y aura des marques plutôt de la silver economy, qui voyage beaucoup, donc tout ce qui est mode de déplacement, tourisme, etc. l'intéressera particulièrement. C'est ça qu'on vend. C'est à la fois pas beaucoup, parce qu'effectivement, on peut dire que c'est un peu vendre du sable, mais lorsqu'on arrive à bien savoir à quel produit et à quel type de lecteur on s'adresse, là, il n'y a pas mieux que la presse écrite. Pas mieux que la presse écrite, oui. Sachant qu'il n'y a aucun lien direct, contrairement au web où on peut rediriger facilement. Ben, quand je dis presse écrite, c'est des marques de presse écrite. D'accord. C'est-à-dire que la télévision a un truc formidable. Évidemment, quand vous annoncez à 20h30, vous avez 7 millions de gens qui ont regardé la météo ou qui s'apprêtent à regarder un grand film, vous touchez une masse absolument considérable. Mais d'abord, vous ne savez pas si les gens ne sont pas en train de coucher leurs enfants, faire la cuisine, débarrasser la table, se laver les mains aux toilettes. Donc, vous ne savez pas s'ils sont devant leur écran. Puis la masse est tellement grande que vous avez différentes populations qui sont agrégées. En revanche, dans un journal, on sait assez précisément qui nous lit, quel agent de lecteur, d'où ils viennent, que ce soit pour le print ou pour le web, où ils habitent, quels sont leurs modes de consommation. Et là, vous touchez une clientèle bien évidemment inférieure, mais qui est beaucoup mieux définie. Et une marque qui a envie de toucher une population particulière, elle va plutôt s'adresser à ce type de médias. Alors, sur le magazine, on le voit un peu plus facilement parce que finalement, le lecteur achète son magazine ou s'abonne, donc il le reçoit et il consomme ou pas la pub qui est à l'intérieur. Il y a le rapport à la quantité de gens, il est important, mais c'est le choix du lecteur. Quand il va sur le site web, enfin, pour la pub site web, c'est dans certains cas gratuit pour venir. Et donc vous créez du contenu pour faire venir et vous vendez un espace. À quel moment vous privilégiez la qualité de l'écrit plus que la quantité pour essayer de faire venir plus de monde et du coup avoir plus de clics, plus d'affichage, etc. Moi j'essaie de toujours privilégier la qualité à la quantité. Je ne veux pas que le site du Point se transforme en une machine qui publierait un papier par minute, issu de je ne sais pas trop où. Alors ça peut être issu de l'AFP, qui est un bon tamis, mais quelle différence entre un papier AFP du site du Point, de l'Obs, de l'IB, de l'Humanité ou du Monde? Aucune. Donc j'essaie de toujours privilégier l'angle original, la différenciation, la qualité, plutôt que de publier en rafale des papiers qui seraient peu différents de ceux du voisin. Et comment vous faites pour faire votre travail de journaliste de façon intègre, en ayant en face des marques qui vous permettent de vivre, en achetant de la pub, et qui peut-être pourraient vous interdire ou... Mais ça se vit très bien. La régie publicitaire, au Point, c'est une régie qui nous appartient, qui est intégrée, contracte avec des marques ou avec des agences publicitaires pour avoir des annonces. Mais la rédaction ne sait pas quel est le plus gros client du Point comme annonceur. Donc on travaille de façon totalement étanche. Eux, ils font leur boulot de vendre
du display, de la page, de la bannière, de l'OPSP, du brain content. Moi, j'ai fait mon travail pour fabriquer des contenus. Et il n'y a pas un miroir qui dit « Ah bah tiens, on a vendu 50 pages à Yves Saint Laurent, il va falloir faire un petit peu d'articles Yves Saint Laurent ». Ça ne se passe pas comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vraiment. Ça a été le cas dans certains journaux dans les années 80-90. Aujourd'hui, quand bien même ça se passerait, le lecteur le verrait. Le lecteur dirait, ça vous paraît pas bizarre, page 35-36, il y a une double page Saint-Laurent, page 82-83, vous nous expliquez que le défilé Saint-Laurent de cette semaine est formidable. Ce serait le meilleur moyen de perdre des lecteurs. Ok. Bon, peut-être chez vous. Alors, passons plus à la partie technique du web. Aujourd'hui, c'est quoi votre équilibre entre le trafic via les réseaux sociaux, le trafic via la recherche directe sur le point, ou le trafic justement sur ce qu'on se disait au tout début, sur les agrégateurs de contenu? Les réseaux sociaux, c'est entre 6 et 8% de notre trafic global, Okay. Un peu en dessous de nos confrères. L'accès direct, c'est une petite moitié, très largement au-dessus de nos confrères. C'est-à-dire que la homepage du point, elle a une puissance que n'a pas celle de sites équivalents au nôtre. Après, agrégateur, c'est un petit 50% aussi. Alors, Google News est une source d'information considérable, sans doute la deuxième. De trafic, plus que d'information. De trafic considérable. Le search est une source qui est grandissante, et c'est le mot-clé que vous tapez et hop, ça vous renvoie au mieux sur le point que sur quelqu'un d'autre. Vous avez après un certain nombre d'agrégateurs, notamment Upday, qui est une entreprise qui était d'abord allemande, qui s'occupe de générer des contenus, notamment pour Samsung, et qui donc choisit piqueur à droite et à gauche chez les sites d'information pour remonter ça sur des détenteurs de téléphones, notamment Samsung. Apple News, qui maintenant vous avez vu, vous avez entre 1 et 4 articles qui vous sont proposés quand vous ouvrez votre téléphone. Il y a encore des portails puissants, type Orange, type Yahoo, et tous ces gens-là se servent parmi la production d'un certain nombre de sources d'informations existantes en France et ailleurs. Mais moi, je pense qu'il faut privilégier l'accès direct. Bien sûr. On n'est jamais mieux servi quand on achète une voiture qu'en allant chez le concessionnaire de la marque, plutôt que d'aller dans un truc multimarque qui va être un petit peu bizarre. Quand vous voulez acheter une montre Rolex, vous allez chez Rolex, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand vous voulez acheter un voyage Air France, le mieux c'est d'aller chez Air France. Quand vous voulez acheter une Renault, vous allez chez Renault. Quand vous voulez lire les contenus du Point, le mieux c'est d'aller sur le site du Point. On ne parle pas des GAFA, hein. C'est un sujet qui est un peu tabou. J'ai un peu dit ce que j'avais à dire sur les GAFA. Ils ont simplifié la vie des utilisateurs, mais je leur reproche aujourd'hui d'étouffer une forme de création et surtout de vouloir étouffer les producteurs de contenu, d'information, en les pillant sans vergogne, en ne leur versant pas 1 euro pour emprunter leurs articles et en nous faisant croire que sur des critères extrêmement qualitatifs et précis, ils avantagent tout le monde. Non, ça n'est pas vrai. Du coup, c'est quoi le média de demain ou le futur des médias, qui n'est pas tout à fait la même question? Je pense qu'il y a quand même trop de bruit autour de l'information et qu'il faudra réduire la taille des contenus, réduire la taille des tuyaux et avoir une information beaucoup plus maîtrisée. Je pense que le lecteur, le citoyen, il voudra avoir une confiance absolue dans les marques médias qu'il utilisera. Alors pour ça, il y a 2 critères qui sont très importants. Le premier, c'est à nous de nous intéresser à leurs vrais sujets de prédilection, à nous de leur parler de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils aiment, de ce qui vraiment les regarde et les concerne, et pas élucubrer sur des sujets qui intéressent peu de monde. Et deuxièmement, à eux d'être plus exigeants, aux citoyens d'être plus exigeants sur ce qu'ils regardent. Ça n'est pas parce que tout le monde dit que 2 et 2 font 4, que tout d'un coup il va voir 2 et 2 font 5, il va dire bah oui évidemment on ment, la vérité elle est là. Ça n'est pas vrai. Il faut un peu de discernement. Apprendre à lire des médias, apprendre à comprendre ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit, ça devrait presque être une matière enseignée à l'école. Est-ce que le média papier, le magazine, vous pensez qu'il va repartir un peu
pour justement aller sur plus de véracité certainement, sur plus de... Moi, je suis très pessimiste. Je pense que un tiers des marques d'information d'aujourd'hui peuvent être mortes dans les 10 années à venir. Voilà. Et que les hebdomadaires et les mensuels sont en première ligne dans ce champ de bataille pour être abattus sous la mitraille. Et que d'une certaine façon, les quotidiens sont mieux armés que nous. Mais j'ai un point de vue qui est un peu plus pessimiste que celui des gens avec lesquels je travaille, qui pensent qu'on va finir par retrouver un modèle gagnant, en s'appuyant sur un lectorat beaucoup plus exigeant, beaucoup plus CSP+, en faisant des journaux plus serrés, avec des contenus beaucoup plus exclusifs, des journaux de 80 pages au lieu de faire des journaux de 150 pages, et qu'à partir de là, on pourra s'appuyer sur un lectorat constant de 180, 200 000 personnes et survivre avec ça. Ce que vous avez aujourd'hui. On a un peu plus, Dieu merci, que 200 000. Hein. Le point sur le premier semestre 2018, c'est 300 000 acheteurs. Voilà, ces deux thèses existent. Moi, j'incarne un peu la plus pessimiste, mais j'espère me tromper. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution du média, il y a une évolution peut-être la mort du papier, donc 100% web? Est-ce que la façon de consommer va être un peu différente? Est-ce que la pub va être différente? Qu'est-ce que vous pressentez? Alors la pub, soit vous voulez aller vers des contenus gratuits et évidemment vous serez exposé à des publicités incessantes, violentes, permanentes, soit vous vous dites je vais payer pour avoir non seulement des contenus vérifiés, mais en plus être relativement protégé par la publicité. Bah, c'est le modèle Canal+, quoi. Quand vous payez Canal+, vous n'avez pas en plus vous taper pendant, au milieu d'un film une publicité. En revanche, quand vous regardez TF1, vous ne payez pas pour TF1, donc en fait, on vous fait payer par la publicité qui passe sous vos yeux. Donc ça va être ça le modèle demain, même d'aujourd'hui, d'Internet. Après, ce que je crois aussi, c'est que plusieurs modèles pourront cohabiter. Je pense qu'un média agile demain est un média qui sera présent à la télévision, à la radio, sur du papier, sur un site et sur les réseaux sociaux. Il y a des marques qui seront des marques transgénération et transsupport. Pour le coup, nous, on le voit avec nos clients qui ont des points physiques, des sites web et qui justement essayent, et même avec des marques comme Amazon, etc., qui essayent d'être globales pour être tout au long de l'expérience finalement du consommateur. Donc pour vous, le média, c'est ça? Oui. Donc il ne va pas en rester beaucoup? Non, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je craignais que d'ici 10 ans, un tiers des marques disparaissent. Forcément, si une même marque est présente sur tout le spectre, forcément, elle va concurrencer d'autres marques qui n'y sont pas présentes aujourd'hui ou qui y seront présentes demain. Et je pense qu'on va se retrouver vers un nombre restreint de marques sérieuses d'information qui occuperont tous les terrains. Et pour vous, c'est bien? Oui. Tout le monde ne peut pas se prétendre journaliste. Tout le monde ne peut pas se prétendre fabricant de contenu d'information. Il y a quand même un savoir-faire qui existe et qui peut être décliné sur la télévision, à la radio, sur le téléphone, sur un ordinateur. Bon. Et les gens qui savent faire ça sauront le décliner un petit peu partout. Ça va redonner de la valeur à l'information, ça va redonner de la valeur au métier de journaliste. Une question, peut-être deux, sur le média d'entreprise. Aujourd'hui, il y a énormément, voire toutes les grandes marques créent des blogs, créent du contenu et du coup participent à ce bruit un peu ambiant, alors qu'il y a souvent un peu moins informationnel, souvent un peu moins actuel sur les faits de société, etc., mais qui sont justement dans cette création de contenu toujours plus, nous on le voit avec notre blog. Vous pensez que ça a un avenir? Oui. Alors, ils le font pour deux raisons. Très rapidement, première raison, pour des raisons RH, pour structurer et donner un contenu, un sens commun et un élan commun à des gens qui travaillent dans l'univers de la marque. Bon. Deuxième raison, il faut arriver à faire vivre une marque, à lui donner un imaginaire aux yeux des consommateurs, à lui donner une résonance, à lui donner écrire un storytelling autour d'elle et évidemment
créer un média autour de ça, c'est important. Alors ça a commencé par des posts réguliers sur des réseaux sociaux, et ensuite, en fonction de la puissance de la marque et de sa volonté d'être worldwide ou pas, on va remonter tout le spectre jusqu'à aller éventuellement à une télévision liée à cette marque. Je trouve que c'est bien, mais j'appelle pas ça de l'information. C'est faire vivre une communauté, c'est lui donner à voir, à comprendre, à aimer, à rire dans un secteur qui lui plaît. Mais n'attendez pas de Red Bull, n'attendez pas d'Amazon qui vous explique comment fonctionne le monde. Ok, merci. C'est un plaisir.